Oye, oye, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Tous les soirs à partir de 19h15, globalement, nous sommes chez vous à la maison. Bonsoir Sarah, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très bien. Content de vous retrouver. Merci. Donc, je faisais des grands gestes voilà, pour dire qu'à un moment donné, on est content de vous retrouver. Merci beaucoup. Moi aussi, de même. Ben voilà, mais écoutez, ce soir, il y a... Ah, c'est plus le baptême de feu, c'est le baptême de cendre. Nick Zeden, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Ça va, content de vous retrouver. Oui, moi aussi. Et puis Franck Etienne, qui à un moment donné était appelé à d'autres fonctions, c'est adjoint.com. Bonsoir Brice et bonsoir chers Et de retour, et ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés. Ah. Alors, toutes les équipes techniques éditoriales se joignent à moi pour vous dire quand même, merci d'être aussi fidèles et présents tous les soirs pour regarder le Grand Talk. Les amis, on va évoquer notre premier point du jour, l'info numéro 1, c'est la lutte contre la corruption, avec c'est d'ailleurs la haute autorité pour la bonne gouvernance, à travers donc M. Ngolo Coulibaly, qui procédait donc jeudi dernier au lancement de la plateforme multicanal sécurisée de signalement des actes dénommée Signalis, en vue de renforcer le dispositif de la promotion de la bonne gouvernance. Vous en avez entendu parler, votre point de vue, votre regard sur cette nouvelle plateforme, est-ce que ce n'est pas encore une plateforme ou une plateforme de trop? Je suis direct, j'attends vos réponses. Ici même. Franck? Ben Brice, moi, déjà, il faut dire que quand j'ai vu l'annonce de cette nouvelle plateforme, ça m'a, personnellement, je parle personnellement, ça m'a un peu gêné parce que malheureusement ou heureusement, je travaille sur les questions de corruption et de bonne gouvernance. J'ai pratiquement bouclé un essai sur la question et cet outil-là vient pour me dire de remettre à jour encore mon travail. Donc, bref, ça c'est ce qui me concerne. Mais en même temps, je veux dire qu'il faut saluer cette volonté du gouvernement de vouloir lutter véritablement contre la corruption. Après, dans la mise en marche, dans la mise en œuvre des choses, on peut toujours discuter, mais déjà la volonté affichée de lutter contre la corruption, parce que vous savez que pour les derniers chiffres qu'on a, c'était plus de 1400 milliards de pertes, et on avoisinait cela, ça avoisinait à 4% de notre PIB. Sur la question, et puis dans tous les indices, je veux dire, de notation de perception de la corruption, Transparency International, je le cite, qui évoquait de passer de la 152e place à la 99e place. C'est vrai qu'on a fait quelques efforts, mais 99, c'est encore beaucoup. Et donc, tous les mécanismes qu'on met en place vraiment pour lutter contre la corruption sont des mécanismes bienvenus. Après, bon, on va se demander si entre Signalis et Spacia, si les gens ne se marchent pas dessus, qui fait quoi? Voilà. Nick? Moi, je me suis effectivement posé cette question. Le ministère Aspacia, qui a été mis en place, je crois, en 2022, on se retrouve en 2023 avec Signalis de la haute autorité. Bon, dans ce pays, on est habitué tellement au doublon, peut-être que... Sinon, c'est bien de lutter Pourquoi contre vous dites ça, Nick Zeden? Oui, je dis ça parce que la corruption, c'est vrai, on a fait le diagnostic, nous sommes un pays corrompu, c'est vrai. Mais on ne se contente pas... un pays où il y a la corruption. Ah oui, bon, c'est vrai. Il faut revoir les... Oui, on a fait le diagnostic, la corruption existe, et quand on fait un diagnostic, il faut combattre la corruption. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, la méthode où chaque structure, vous faites les mêmes choses, quelles sont les prérogatives de chaque? Qu'est-ce que Spacia a fait qui n'a pas été peut-être convaincant et Signalis est venu? Moi, je m'interroge. Ou bien ils veulent justifier, chacun veut justifier son budget? Est-ce que c'est ça? Très bien. Moi-même, quand le ministère, bon, avant, il y a la haute autorité de la bonne gouvernance, c'était avant que le ministère ne soit créé, Brice. Oui. Donc, moi, quand le ministère a été créé, j'avais pensé que l'autorité de la haute gouvernance allait devenir une structure sous tutelle du ministère. Bon, c'est vrai. Comme le ministère aussi a besoin d'être contrôlé, donc le fait que la haute autorité existe, c'est une bonne chose. Spacia existe, on peut laisser le ministère faire avec la plateforme et que la haute autorité puisse... Déjà, il y a un premier point, je voulais me renseigner. Où ils en sont avec la déclaration des patrimoines?
Parce On que en ça, parlera. on en Je parlera. dis, moi, je pense qu'on en parlera parce que... Bon, je vous donne déjà un C'est peu la vrai mission, que- Franck, avec ta permission, hein, avant d'entendre Sarah, parce que Nick posait la question. Comment se définit la mission de cette nouvelle plateforme? On dit que cet outil vise à renforcer et moderniser le dispositif de recueil, d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des actes de lutte contre la corruption. Ah, quand c'est dit comme ça veut dire que Spatia lui faisait quoi? Il Ça a était- été dit aussi pour Spatia. Oui, ça a hein. été Moi, je dit pense pour que Spatia. Ça a été dit pour Spatia. C'est ce qui peut créer la confusion. Mais moi, je veux dire, en fait, il ne faut pas aussi rejeter cette initiative du réveil de la main, dans la mesure où moi, je dis, trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Parce qu'il y a un mot que je retiens là, pardon, c'est dommage, ça tombe toujours sur vous, Franck, parce que je lis également. Cet outil-là vient également intervenir dans la vision du chef de l'État d'intensifier, donc je veux dire intensifier, on va retenir intensifier, la lutte contre la corruption. C'est quasiment la même chose. Parce que n'oublions pas que la haute autorité elle-même est née avant Spatia. La haute autorité naît avant que le ministère ne soit un ministère à plein temps, le ministère de la lutte contre la corruption ne soit un ministère à plein temps. Donc je veux dire que dans un cas comme dans un autre, forcément ils auront... Mais ce sont les armes, en fait, il y a Voilà. la structure, et la structure a besoin d'armes, donc c'est un peu les outils Voilà, c'est cela. dont se sert la structure pour pouvoir obtenir ou en tout cas atteindre ses objectifs, Sarah. Oui, mais tout à fait. Là, je pense que clairement, on se situe dans un cas de figure où il y a un doublon. On a deux plateformes qui ont exactement la même fonction, qui est celle de déceler et d'identifier les cas de corruption afin de les traiter. Donc, on a clairement deux plateformes qui font le même travail. Maintenant, il faut voir quelle plateforme, quelle autorité serait la plus crédible en fait pour faire ce travail, le centraliser. Parce que vous avez d'un côté la haute autorité de la bonne gouvernance qui, elle, a été créée, comme vous le dites, en 2013, donc bien avant le ministère de la Promotion qui lutte contre la corruption également. Et ensuite, il y a cette plateforme qui est venue en deuxième. Après, il faut voir que la haute autorité pour la bonne gouvernance, c'est une autorité administrative indépendante. Et qui dit indépendante, elle est autonome financièrement. Donc, à mon sens, je pense que cette haute autorité devrait centraliser ses activités de décèlement et devrait avoir le monopole de cette plateforme. Parce qu'aujourd'hui, on en a deux. Et si on est face à un cas de corruption, mais vers quelle plateforme on se dirige dans ces cas-là? Par exemple, prenons le cas d'un citoyen qui fait face à un cas de corruption et il y a deux plateformes. Vers quelle plateforme il se tourne aujourd'hui? Donc, c'est bien de multiplier les efforts, mais quand il y a deux plateformes qui ont exactement la même fonction, ça prête un peu à confusion. Maintenant, autant aujourd'hui se poser la question de quelle plateforme, quelle autorité serait la plus à même, serait plus crédible pour Parce que ce que je centraliser remarque ce ce que je remarque qu'on fait depuis, corruption au niveau c'est de que souvent, l'État. on les met en opposition. Pourquoi est-ce qu'elles n'interviendraient pas de façon complémentaire? Pourquoi on n'a pas ce regard-là? Non, parce que de la manière mais- dont elles sont définies aujourd'hui, elles font exactement la même chose en fait. Elles auraient pu effectivement être complémentaires et là du coup on aurait comblé des trous. Mais de ce qu'on comprend nous, aujourd'hui, elles font exactement la même chose. Donc il y a un Peut-être problème. que le gouvernement va revoir sa copie. Nous, parce que c'est aussi des structures budgétives. Bon, je ne dirais pas budgétivores, mais chaque structure a son budget. Ouais, parce que ça, il y a du personnel, oui, il y il y a a du des- personnel. Donc, si pour une même cause, c'est comme si vous avez deux salaires pour une seule cause. Moi, je pense que le gouvernement devrait pouvoir se ressaisir et voir, oui, la haute autorité étant une autorité administrative autonome, moi je pense qu'elle peut s'occuper, on peut fondre les deux plateformes pour qu'elles puissent être efficaces. Non, parce parce que- que là, on essaie même, bon, pour le moment, je ne sais pas comment on fait la saisine. Mais je sais par exemple que sur si, Spatia, ça a par été- exemple, ça a été il y a dénoncé. une forme de dénonciation, on utilise souvent la... Mais de l'autre côté, il y a par exemple un numéro vert qu'on utilise également. Est-ce que ce n'est Oui. pas le moyen qui est la Mais différence? est-ce que Spatia n'a pas de numéro vert aussi? Non, mais Brice, en fait, le signal que ça donne, tout ça, et les chiffres le montrent, hein, c'est que la corruption a encore la peau dure dans notre pays. Voilà, la corruption a encore la peau dure dans notre pays. Et le gouvernement, comme j'ai dit, le signal que ça donne, c'est que le gouvernement est en train de dire, de lancer un message à la population pour dire que effectivement, nous sommes conscients que la population et la corruption a la peau dure et que nous multiplions véritablement les efforts pour, pour éradiquer le phénomène. Et sur la question d'éradiquer le phénomène, c'est sur ça que je voulais véritablement qu'on s'appesantisse. Parce que quand on met tous ces outils en place, ces outils ne seront valables, n'auront beaucoup de force que
par rapport Au résultat. non seulement aux résultats, mais par rapport aux pratiques sur le terrain, par rapport aux habitudes sur le terrain. Donc vous envisagez certainement qu'on regarde un peu plus haut, en amont. Voilà. Il y a des habitudes flagrantes. Et elle en parlait tout à l'heure, Nick en parlait tout à l'heure. Les habitudes flagrantes, c'est qu'on a demandé de faire la déclaration du patrimoine. Par exemple. Et quand ils ont fait, enfin ceux qui étaient astreints à cela, ont fait la demande, donc la déclaration, on n'en a rien su. Voilà. Donc personne, je veux dire, dans la population ne peut vérifier ou ne peut, comment on appelle ça, confirmer que effectivement ce que tel ou tel a déclaré est juste. Mais sinon, sur Spatial, par exemple, en termes de bilan, on a noté 519 signalements enregistrés par la plateforme pour un préjudice estimé, on en parlait, à 52,585 milliards de janvier à décembre 2022. C'est concret. Mais Brice, le tout n'est pas d'aligner les chiffres. La corruption, c'est vrai, on va dire à Transparence, on a gagné 6 places, mais quel est le ressenti des Ivoiriens? C'est comme la température, on dit aujourd'hui, on est à 40 de 52 milliards. Je n'ai pas dit non. Est-ce que la population pour laquelle on se bat ressent que la corruption est en train de reculer? C'est ça. Moi, je pense que c'est un point essentiel. Et du coup, la question qu'on devrait se poser, c'est quelles sont les causes structurelles de cette corruption? Et si on ne s'attaque pas aux vraies causes profondes et structurelles, justement, on ne fera que recenser chaque année. Et une des causes structurelles, je pense, qu'est-ce qui va pousser un policier, je ne sais pas, je dis ça au hasard, je ne vais pas mettre les policiers à dos, mais de venir demander 5 000 de plus ou 2 000 de plus alors qu'il est censé faire son travail? Est-ce que ce n'est pas les niveaux des salaires, les conditions de travail? Ça, c'est le secteur de la sécurité. Il y a de la fraude aussi, le ministère le relevait. Autant dans le secteur de la santé, de l'industrie, de l'agriculture. Donc je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes, en parallèle, évidemment, des dénonciations avec ce genre de plateforme. Parce que justement, c'est ce que Franck disait, il ne faut pas tout de suite tout mettre en œuvre pour la sanction, pour la répression, pour la coercition, mais il faut peut-être en amont éviter que ça se produise. Voilà, c'est pour ça que je parlais des actes flagrants. Regardez, là par exemple, nous sommes dans une période électorale. Vous allez voir des actes totalement flagrants. Vous avez un directeur d'une société d'État qui est candidat à une élection, qui dépense 200, 300 millions pour sa campagne et ça n'émeut personne. C'est vrai qu'on n'a pas, je veux dire, en tant que journaliste, je devrais travailler donc avec les preuves, donc je n'ai pas forcément les preuves tangibles, mais au moins j'ai l'observation empirique qui est là. C'est-à-dire que quand vous voyez un directeur d'une société d'État offrir 100, 200 motos, des tricycles à des populations, alors que quand on essaie de faire le calcul, on est autour de peut-être 100, 200, 300 millions pour peut-être un salaire sur les 5 ans de mandat qui ne va même pas atteindre la moitié de ce qu'on dépense. Je veux dire, c'est trop flagrant sous nos yeux. Voilà, on se demande d'où sort tout cet argent. Et quand on regarde le parcours de certaines personnes qui ont été fonctionnaires toute leur vie et qui ont des biens matériels mais pharaoniques, on se demande et bien, comment ça fonctionne? Peut-être que vous êtes jaloux. Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui circulait, il n'a pas démenti, il n'a pas dit que ce n'est pas lui, mais c'est l'ancien ministre des Affaires maritimes, Seredo, qui disait à ces populations, vous voyez, moi, je suis dans une régie à Abidjan, je suis douanier, et tous ceux qui sont dans une régie à Abidjan ont des immeubles. Et moi, je n'ai pas d'immeuble, je viens donner à mes parents. C'était une façon, je veux dire, subtile d'avouer que quand on est dans une régie, mais on est corrompu. Parce que ce n'est pas possible. Conclusion, il peut exister un autre point de conclusion. Ce que vous dites, entre autres, mais bon, si vous êtes bien organisé, parce que la corruption, c'est quoi? Comment nous... Tous ceux qui ont des immeubles, c'est... Ce que Franck dit... Non, comment nous, on évalue la corruption? Quand vous êtes fonctionnaire, nous, on ne connaît pas votre salaire forcément, nous, on ne connaît pas vos entrées forcément, mais on sait une chose, c'est qu'on a les indices de salaire en Côte d'Ivoire. Et on sait qu'un fonctionnaire va travailler toute sa vie, il ne peut pas acquérir un bien de 500 millions, ce n'est pas possible. À moins qu'il soit organisé, voilà. À moins qu'il... Non, même si. Voilà. Même si. Je sais faire mon avocat. Oui, il faut faire l'avocat du diable. Ce que Franck dit nous amène à nous interroger sur les différentes façons, sur les différents types de corruption qui existent. Il y a des corruptions plus subtiles. Ce n'est pas la corruption dont on parle en bordure de route, on veut, ou bien il y a quelqu'un qui veut faire admettre quelqu'un sur donner une place à... On ne sait pas du tout avec elle, je peux vous assurer. Mais il y a des corruptions plus subtiles. Moi, je me demande, ou à plus grande échelle. Non, pas peut-être à plus grande échelle, mais les délits d'initiés.
C'est le haut niveau de la de la corruption. Mais c'est tellement subtil, personne ne sait. Moi, je me demande si Spatial et Signalis peuvent nous permettre de déceler ce que j'appelle le délit d'initié. C'est-à-dire quoi? Il y a des hauts cadres de l'administration qui sont en même temps jugés partis. Qui créent des entreprises. Qui créent des entreprises de façon détournée. Il ne va pas mettre son nom, mais il va mettre le nom d'un de ses proches. Il est dans une structure où il y a des marchés. Donc, il va donner, c'est forcé, il va donner l'information plus précise à celui qui tient sa société et il vient soumissionner et il gagne. Donc, on est dans une situation... Voilà pourquoi il faut qu'on essaie de hiérarchiser. C'est vrai, la corruption, de façon absolue, elle n'est pas bonne, mais il y a des corruptions tellement subtiles qu'on va... Je ne sais pas qui se passe à épingler, mais là, il faut vraiment être suffisamment... L'un des fonctionnements de Spatia, c'est également la dénonciation. Donc, s'il y a des personnes, enfin, s'il y a personne qui dénonce, ou si, comme Franck Etienne, on a des préjugés, des a priori, on a des perceptions, et qu'on n'a pas les moyens de prouver ce qu'on dit, bah, oui, mais même qu'on n'a pas les moyens, comme je dis, l'observation empirique simplement suffit. Mais ce n'est pas une preuve, l'observation empirique. On est d'accord, Franck? Quelqu'un qui a un parcours... Moi, je vous regarde, je connais votre véhicule, Franck. Oui, je connais votre véhicule. Oui. Vous voulez qu'on en parle un peu? Non, j'ai un Yango. Voilà, j'ai un Yango. Mais je dis, excusez-moi pour la publicité, mais je dis, l'observation empirique devait compter. Parce que quand on demande à des populations, puisque ces outils-là sont mis en place pour que les populations s'approprient la lutte. Alors, quand on demande à des populations de s'approprier la lutte, mais il faut bien qu'on leur donne les moyens de contrôle. Et les moyens de contrôle, c'est de dire, par exemple, le niveau des salaires, c'est de dire la déclaration des biens, c'est de rendre publique la déclaration des biens pour que nous, population, on puisse évaluer. Tout à l'heure, vous avez parlé de 52 milliards après les 500 et quelques, je veux dire, dénonciations. Mais 52 milliards par rapport à 1400 milliards de pertes, mais c'est rien du tout. C'est même pas, c'est 0,5%. C'est rien du tout. Donc, je veux dire, si on veut véritablement lutter contre la corruption, et puis on connaît les poches de corruption. Ben exactement, je m'apprêtais à en parler parce que les répartitions des signalements sont plus ou moins connues à travers justement l'application. 25,43% concernent le secteur de la défense et de la sécurité, vous en parliez, Sarah. 12,91% pour le secteur de l'urbanisme, la construction et l'habitat. 9,63% le secteur de l'éducation et l'information. 8,86% pour le secteur du droit, la protection et la justice, et 6,17% le secteur du transport et de la logistique. Bon. On se rappelle que ça avait fait le buzz quand on a donné ces différents secteurs-là. Mais en réalité, moi je pense que ces outils-là, vraiment sur la question, ces outils-là sont bienvenus, mais ces outils-là sont bienvenus juste pour les petits corrompus. Voilà, pour les petits gens, le petit policier qui prend quelque chose sur la route. Non, mais il ne faut pas le dire parce qu'il y a eu des directeurs de sociétés d'État récemment, il y a eu des cas qui ont été révélés. Et c'est devenu quoi? On a le cas du monsieur Lanciné on a juste limogé. On l'a juste limogé. Qu'est-ce que c'est devenu? Les enquêtes sont en cours. Oh, franchement, dans ce pays, les enquêtes ne se terminent jamais. Et je vous dis, il y a tellement d'audits. Dans ce pays, il y a tellement d'audits qui sont réalisés, mais on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Je parlais du ressenti de la population. Voilà, est-ce que la corruption recule vraiment? Parce que le tout n'est pas d'aligner toutes les plateformes ou quoi que ce soit, mais il faut qu'ils nous disent quel est le résultat. Mais après ça se ressent, parce que quoi qu'on dise, je sais par exemple que, la question est bonne, je vais donner un exemple. Par exemple, on met des mécanismes pour éviter par exemple que l'argent ou les personnes interviennent directement dans le système. Par exemple, pour l'achat des timbres ou des tickets pour les passeports par exemple. Là, c'est plus physique aujourd'hui. Avant, il y a toujours un gars autour de la justice là, qui te trouve, non, si tu me donnes 2000, je peux te donner le timbre plus rapidement, ainsi de suite. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez en banque, c'est tracé. Même donc, pour les impôts. Même pour les... Oui. Brice, ça, je comprends. Dans la construction, je te donne un exemple. Il y a des terrains qu'on appelle des réserves administratives qui sont des terrains qui appartiennent à l'État. Un matin, tu viens, ce terrain a été vendu, et quelqu'un est en train de bâtir sa maison sans qu'on ne te dise quelle est la procédure de déclassement. Il y a des terrains aujourd'hui. Donc, moi, hier, il y a quelqu'un qui me disait une dame dont le terrain était en train d'être bâti par quelqu'un d'autre. Tu sais comment? C'est son héritier et il a trouvé le certificat de décès de sa tante.
un médecin a signé le certificat de décès. Or, la dame est bel et bien vivante. Ah ben, dis Donc, donc. voilà, parce que si cette dame, sa voisine, n'avait pas su que ce terrain était en train d'être bâti et qu'elle ne l'avait pas appelé, personne n'aurait su. Ils sont venus, le monsieur qui a acquis le terrain a les papiers en bonne et due forme. On dit, mais le certificat de décès que tu brandis là, voilà la dame qui est supposée être morte. Mais pour ce genre de délit, les plateformes sont utiles parce que justement, ils ont relevé, on dit presque 13% de corruption au niveau du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. C'est terrible. Mais au moins, je pense que pour ce genre de ce niveau de corruption, au moins là, les plateformes pourront être utiles. Oui, justement, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure. La grosse corruption, comme Voilà, mentionné c'est tout ça à l'heure, que et je les disais délits tout à l'heure que d'initiés, c'est bon pour les petits c'est corrompus, mais pas oui. pour les gros corrompus. Ah, mais on est d'accord. Le mécanisme est d'accord. tellement fin Voilà, que souvent, pour les voilà. rattraper, c'est toute une histoire. Mais c'est déjà bien qu'il y ait ces plateformes. Nous en parlons C'est un pour dire début. qu'il faut qu'on les améliore. Oui. Et moi, je me dis, entre le ministère de la bonne gouvernance et la haute autorité, il faut bien qu'ils s'entendent parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont en compétition. Or, Oui. ils ne devraient pas être en compétition Ça envoie parce un mauvais qu'ils signal. ils luttent pour la même chose. Exactement. Moi, j'attends la haute autorité dans le domaine de la déclaration des patrimoines. Du Tout à fait. patrimoine. Au moins On ça. dit quand tu commences à travailler, un des éléments, on dit 30 jours après avoir pris service. Et quand tu finis. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme le disait Franck, on ne sait pas quels sont les grands commis qui ont déclaré leur patrimoine et où nous en sommes. Parce qu'il y a des choses qu'on attend d'eux. Le tout n'est pas de nous brandir les plateformes. Hein. C'est bien les plateformes, mais il faut aller un peu plus. Ils peuvent mieux faire. Il faut commencer par Oui, oui, par ils les ont mentalités, commencé. par la sensibilisation, par les responsabilités, avant de penser aux sanctions. Non, je n'ai pas dit de les sanctionner, je dis... Non, mais je résume. Ok, Je merci. résume. Pour Kaki, il faut, avant qu'on ne passe aux plateformes de dénonciation, parce que s'il y a rien à dénoncer, c'est pas mal. Donc, déjà, il faut revenir à cela. Il faut que les gens comprennent leur sens, avoir le sens de la responsabilité. C'est ça. Et puis, à partir de là, on gagnerait du temps. Et après, s'il y a des plateformes pour dénoncer, pour sanctionner, parce que ça, c'est important aussi. Justement, Voilà, il vous en faut qu'on parlez. sache qui ne devrait pas faire quoi. Voilà. Parce que après, moi, je rentre dans une administration, je ne sais pas ce que le monsieur en face de moi ne devrait pas faire. Alors, Très bien. Allez, donc, j'ai un compliment pour vous deux. Oui. Hein, sur nos pages des réseaux sociaux, ils sont dans le monde. Dit voilà, Brice a invité 2 journalistes gore. Mais ils sont pas bien. Non, attends. Voilà, et le ça aussi, problème, Franck, voilà, un ça aussi, instant. c'est un vrai voilà problème. le problème des Ivoiriens. On limite En fait, tout. on est en train de parler d'un problème qui concerne toute la République. La corruption, quand elle a gangréné tout un système, les investisseurs ne viennent pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous catégorise pour dire, voilà, ils sont en train... Il n'est pas question de Gore ou de anti-Gore, il est question de la Côte d'Ivoire. C'est un pays que nous aimons tous. Il faut bannir, il faut lutter contre la corruption. C'est tout. Très bien, en tout cas, tout le monde s'exprime. On se retrouve tout à l'heure avec notre invité pour la deuxième partie des rendez-vous. Monsieur Koné Béranger, il est sous-directeur de la répression des fraudes au ministère du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des PME. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Et sur le plateau du Grand Talk ce soir, nous sommes en compagnie de Sarah El Wadili, je prononce bien. Super. Génial. Nous sommes en compagnie de monsieur Franck Etienne, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Et puis, voilà, Nick Zeden nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence sur ce plateau. Bon, allez, je ne reviendrai pas sur le... Parce qu'on l'a dit de vous. Que vous réfutez, voilà. On en a parlé. Allez, les amis, on évoque le prochain point. C'est la CAN 2023. Franck Etienne, ça tombe bien que vous soyez sur le plateau pour en parler. On parle des infrastructures de cette CAN-là. Bonne nouvelle, on nous annonce que pour juin 2023, l'ensemble des infrastructures, en tout cas les stades, seront mises à disposition, seront opérationnels. Et ceci, quand même, vous évoque quand même quelques inquiétudes à votre niveau. Non, pas totalement des inquiétudes parce que je n'ai pas fait... Mais c'est déjà une bonne nouvelle, vous êtes sûr qu'on... Non, je n'ai pas fait l'oiseau de mauvais augure, c'est une très bonne nouvelle déjà. Mais je veux dire, là, ce que ça peut signifier déjà en filigrane, ça veut dire qu'on ne serait pas prêt. En réalité, si la CAN se jouait en juin-juillet 2023. Non, mais comme on savait qu'on avait du temps, peut-être que c'est pour ça qu'on a... Non, On n'a pas je crois précipité parce les que choses. Vous aviez reçu ici le ministre Dao Paulin qui avait dit qu'on serait prêt en juin. Voilà, on serait prêt pour la CAN en juin. Tout le monde savait qu'on n'allait pas être prêt, mais la communication, et c'est pour ça que je dis souvent, il faut arrêter
trop les superlatifs. Les superlatifs, ça ne nous fait pas avancer. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai discuté avec certains confrères. Véritablement, toutes les infrastructures sont prêtes. Et puis, Moi, justement, il reste seulement que 3 stades. Ouais. San Pedro, je pense, et le stade de Fouboigny, et je pense Korogo, qui est encore, voilà, qui sont en finition. Mais en tout cas, les travaux sont... Mais justement, moi je disais tout à l'heure, j'ai un petit sujet quand même à propos du thème des infrastructures. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure pour dire les infrastructures. J'aime bien les sportives, les stades. Parce qu'au-delà des stades, il y a d'autres infrastructures. Les hôtels. Les hôtels, Les on en parle, les hôtels. Vous avez l'impression également qu'on... Oui, mais à ce niveau-là, on n'est pas trop en vouloir, je veux dire, tirer sur la corde, parce que la CAF a un cahier de charges. Et c'est ce cahier de charges-là que suivent tous les organisateurs, si vous voulez, de la CAN. Et la CAF vient homologuer les stades. Et depuis un bon moment, depuis 6-7 mois, il y a des stades qui ont déjà été homologués et on continue même comment on appelle ça, les villages CAN. Il y a des villages CAN qui ont été homologués, tout et tout. Donc, je veux dire qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui rentrent dans le cahier des charges. Quand ces infrastructures-là sont prêtes, on dit que vous êtes prêts à organiser la CAN. Et il y a les routes dedans? Non, on a parlé des routes, je pense. Ils ont confirmé non, pas vraiment, mais la circulation est gérée. Pour les stades et l'hébergement, on dit que voilà, c'est ce qui a été communiqué par le ministre de l'économie. C'est un stade avancé, notamment le stade de Yamoussoukro et de Bouaké qui ont été finalisés. Et vous avez cité les 3 qui sont en phase finale. Mais dans la communication qui a été faite, normalement, le secteur de l'hôtellerie devrait aussi répondre à la demande parce qu'évidemment, on va recevoir... Moi, je veux comprendre parce que là, vous m'inquiétez. On a dit que les infrastructures seront livrées le 30 juin. C'est vrai que le tirage au sort, c'est en octobre. Le 30 juin, est-ce seulement les stades ou bien, en plus des stades, les hôtels et les routes sont... Non, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charges. Le cahier de charges ne mentionne pas d'autres choses que les stades et quelques hôtels qui prennent juste en compte les équipes. Voilà, on prend juste en compte les équipes, on ne prend pas en compte tous les autres supporters, des gens qui viennent d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on peut peut-être se plaindre des routes. C'est légitime de se plaindre des routes parce que quand vous prenez par exemple le stade de Bimpe, il est quasiment enclavé. Voilà, parce que vous avez 3 échangeurs, 3 échangeurs qui sont en train d'être construits à Bobo avec un tunnel. Bon, quand on regarde à vue d'œil, nous ne sommes pas des techniciens, mais à vue d'œil, c'est des ouvrages qui sont à un niveau de finition encore très loin. Voilà. Et quand vous regardez la Y4 qui vient sur le stade de Bimpe, la Y4 qui part depuis pratiquement Benjerville jusqu'à Bimpe, il y a encore, le ministre avait dit la dernière fois, on était autour de 45% des travaux. Bon, c'est vrai que depuis qu'il a dit ça à aujourd'hui, il y a peut-être 1 ou 2 mois qui sont passés, on ne sait pas, mais voilà. Mais quand même, certains techniciens que j'ai pu interroger m'ont rassuré que même pendant la CAN au Cameroun... Ça, ce n'est pas le meilleur exemple. Hein. Voilà, même pendant la CAN au Cameroun, l'autoroute Yaoundé et je pense le Yaoundé-Douala était encore en construction. Donc je veux dire, il n'y a pas de problème à ce niveau parce qu'il suffit juste de prendre des dispositions. Il y a l'avion, aujourd'hui, il y a, pour ne pas faire de publicité, notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui dessert ces grandes villes-là. Et vous savez très bien que l'aéroport de Korogo même vient d'être fermé pour se mettre véritablement au nombre de l'événement. Donc je veux dire, en matière de circulation, il n'y a pas encore trop de blocage. Donc, pour les équipes. Vous rassurez, Nick Zanen, sur ce plateau? Non, pour les équipes. Ouais. Maintenant, après, pour les individus qui voudraient peut-être aller voir le match, ça va être compliqué, on va affronter les embouteillages. Mais voilà, je veux dire, le cahier de charges de la CAF ne tient pas compte, je veux dire, des autres choses. Voilà. Mais est-ce à dire que la CAN, c'est juste pour les équipes? Parce que la CAN, quand on parle de... S'il faut que ce soit une belle fête, c'est pour que les supporters aussi se déplacent. Donc là, quand, Franck, vous dites comme ça que le cahier des charges prend en compte les stades, là, je suis inquiète. Malheureusement, c'est le cahier des charges de la CAF. Vous et moi ne pouvons pas
changer ce cahier de charges-là. Mais il faut aller au-delà du cahier de charges. Je veux dire, voilà. La vision est beaucoup plus large pour nous les Ivoiriens, parce que la CAF dit, OK, nous on vient voir les stades et les hôtels, mais les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien en l'occurrence, a une vision plus large, regarde un peu comment ça se fait les routes, la sécurité aussi, on en parle. Mais bien sûr. Donc il y a toutes les dispositions là qui sont prises. En tout cas, on nous rassure que tout sera en conditions optimales, sinon en conditions... Non, moi je pense que au niveau où on est arrivé, on peut organiser la CAN en janvier vraiment tranquillement. Au niveau où on est arrivé. Comme on a dit, comme on veut la meilleure CAN, c'est pour ça qu'on est en train d'aller chercher voilà, les choses. Voilà. Ils ne vont pas arrêter de chercher la petite bête parce que si on n'avait pas accepté d'envoyer cette CAN en janvier, février 2024, c'est clair qu'on ne serait pas prêt. Parce que voilà, il y a des travaux qui ne demandent pas, qui ne tolèrent pas la précipitation. On est optimiste, Sarah. On est optimiste. Oui, non, juste pour finaliser, avant même, je pense que la Côte d'Ivoire puisse être sélectionnée pour accueillir cette CAN. Je pense que tout ce qui concerne l'hébergement, l'hôtellerie, etc., il y a une préanalyse. Donc ça a été confirmé. Absolument, que le pays est capable d'absorber des touristes. Et c'est une très belle opportunité, une occasion de montrer que voilà, on a des infrastructures modernes, que ce soit au niveau sportif ou hôtelier. Et puis voilà, montrer aussi l'engagement dans le très bien. On est optimiste, je vous rassure. Malheureusement, il faut que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, en fait, je voulais qu'on précise juste que la CAF a un bureau ici. Ça veut dire que nos autorités ne peuvent pas avancer des choses fausses. Bien sûr, voilà, on a bien compris. On a bien compris. On est optimiste, Franck. On est optimiste, on est Ivoirien, on est optimiste. C'est sûr qu'on n'arrachera pas les micros. Le gars de la Sono ne viendra pas débrancher la Sono pendant une conférence de presse. Ça, je peux vous l'assurer. On reçoit avec beaucoup de plaisir M. Béranger Koné. Il est sous-directeur de la répression des fraudes au ministère du Commerce et de l'Industrie, de la promotion des PME. M. Koné nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Avec lui, on va évoquer le point concernant l'interdiction des boissons en sachet. Comment l'État s'y prend pour venir à bout. Je sais qu'il y a une campagne qui est prévue, une campagne de répression qui est prévue. Donc, M. Koné aura l'occasion de nous en parler sur le plateau. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Très, très bien. Quel est on va commencer par juste un peu de pédagogie. Le rôle et la mission de la direction de la répression des fraudes. Ok, merci pour l'opportunité encore que vous nous offrez ce soir de pouvoir véritablement présenter la mission de notre département ministériel et en particulier la mission qui incombe à la direction de la métrologie, de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Voilà. Et comme vous le savez, le département en charge du commerce a pour mission importante la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de commerce de manière générale, mais en matière de commerce intérieur, notamment en ce qui concerne les cas de répression des fraudes, de concurrence, de pratiques de concurrence, de saine concurrence. De contrefaçon. Voilà. Oui, de contrefaçon, la contrefaçon n'est rien d'autre qu'un aspect de la fraude. Très bien. Voilà. Ok, maintenant que c'est présenté, voilà. Vous terminez. Voilà, donc je voudrais terminer pour dire que la direction de la métrologie, de la répression fraude et du contrôle de la qualité est l'une des directions centrales de la Direction générale du commerce intérieur qui a pour mission de coordonner les activités des directions régionales en matière de métrologie, en matière de répression des fraudes, en matière de contrôle de la qualité. Elle a pour mission de contribuer, bien entendu, à l'élaboration des tests réglementaires, à l'élaboration des normes également, et à enquêter, mener des investigations, donc rechercher, constater et sanctionner. Très bien. Alors justement à ce propos, vous vous annoncez donc une mission de répression contre les boissons alcooliques en sachet plastique et berlingot. Quel est le problème avec les boissons en sachet plastique et berlingot? C'est quoi le problème pour que ça nécessite une mission de répression? Merci. Effectivement, depuis déjà, je vais dire, pour l'interdiction même, en ce qui concerne les sachets plastiques, c'est depuis 2013. Et en 2016, le gouvernement a pris une mesure d'interdiction de tout ce qui est boissons en sachet plastique, surtout que ces boissons étaient vraiment accessibles à la jeunesse.
Et on avait vu un peu les conséquences également de ces boissons-là. Et il faut dire généralement qu'il s'agissait des boissons qui entraient parallèlement, voilà, qui venaient concurrencer les entreprises qui étaient légalement constituées et qui qui portaient un coût à l'économie nationale, mais également à la santé de nos populations. Très bien. Voilà. Pour avoir bien compris, je vais avec mes amis sur le plateau, Franck, il y a un aspect environnemental, Oui, bien parce sûr. qu'il y a l'interdiction, quand c'est adossé à l'interdiction des sachets plastiques, on sait également l'effet des sachets plastiques sur l'environnement. À côté de ça, il y a aussi le fait que ce soit des boissons accessibles, donc un peu dangereuses, donc pas très contrôlées. Oui. Et en troisième point, ces boissons-là ne sont pas toujours de bonne qualité, il faut le dire. Très bien. Non, moi je veux savoir, qu'est-ce que dans cette mission que vous donnez maintenant là, c'est quoi vous combattez au juste? Vous combattez les sachets, vous combattez les boissons frélatées qui ne sont pas donc de bonne qualité, ou bien vous combattez quoi au juste? Parce que est-ce qu'on peut avoir de la boisson de bonne qualité? Oui. Est-ce qu'on peut avoir de la boisson de bonne qualité entrer dans les normes dans des sachets? Est-ce que c'est possible? Je veux dire déjà, merci, je pense que c'est une remarque pertinente. Ce que je voudrais dire, ce que nous vérifions maintenant, la mission de répression qui est engagée maintenant, c'est bien entendu contre les boissons en sachet. Que ce soit une Voilà. bonne boisson ou pas? Non, non. Les boissons, oui, que ce soit une bonne boisson, parce que moi, à partir du moment où on parle d'interdiction, c'est la prohibition. Ok. Donc, les boissons en sachet sont prohibées. Même quand elles sont fabriquées par des sociétés Elles ne peuvent pas formelles et être, garanties. oui, mais elles ne peuvent pas être fabriquées à partir du moment où cela a été interdit. Ok. Voilà. À partir du moment où cela a été interdit, on ne peut pas fabriquer, aussi bien au niveau national qu'à l'importation. Voilà. On dit que cette boisson-là n'est pas bonne pour nous, elle est interdite. Donc, à partir du moment où nous voyons ce genre de boissons, des boissons en sachet sur le territoire national, ces boissons, bien entendu, sont sous le coup d'une infraction. Mais Voilà. là, ça veut dire que la répression, elle existe, mais la prolifération de ces boissons en sachet-là, on n'a pas besoin de rentrer en laboratoire pour savoir que ces boissons en sachet existent toujours sur le marché. Or, c'est en novembre que le gouvernement a pris la décision de l'interdiction. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que le marché est effectivement inondé. OK. Je voudrais vous dire merci. Nous n'en disconvenons pas. Et nous disons qu'il y a eu déjà en 2016, Oui, novembre lorsque 2016. voilà, cette mesure a été prise, les services de répression de fraude, accompagnés de tous ceux qui rentrent en ligne de compte, tous les autres services, ont eu à faire des missions de répression sur l'ensemble du territoire. Bonjour. Je peux vous dire, madame, qu'il y a eu 1083 tonnes de ces produits d'une valeur de environ 600 millions de francs CFA qui ont fait l'objet de retrait sur l'ensemble du territoire national. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus pour qu'on puisse savoir que ces boissons ne sont pas sont retirées du marché. Mais c'est pour corriger toutes ces situations. Parce que vous allez voir, pendant cette période-là, il n'y avait plus ces genres de boissons. Parce que les mesures avaient été prises. Seulement que peut-être on ne communiquait pas plus là-dessus, contrairement à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Moi, je vous promets, Voilà. j'en parle avec quelqu'un sur la page des réseaux sociaux qui Oui. dit que lui, vraiment, avec cette mesure, la mesure d'interdiction des sachets, donc pour lui, c'était des sachets qu'on distribuait au marché, des sachets qui servaient à transporter. Mais il ne savait pas que ça prenait en compte, par exemple, les boissons en sachet. Premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui l'inquiétait, lui, c'est qu'il avait l'impression que ces boissons étaient en général, pour la plupart, de mauvaise qualité, étaient frélatées. Mais c'est rien de tout ça, c'est juste... Oui, vous savez, ce sont des boissons, nous disons déjà que ce sont des boissons qui sont dangereuses. Ouais. Voilà. Parce que quand on parle d'alcool, de boissons frélatées, ce n'est rien d'autre que de l'alcool mauvaise qualité. modifié volontairement par l'ajout d'une substance de mauvaise qualité, ou bien impure, ou bien étrangère. Voilà. C'est ça la boisson frélatée. Donc ces boissons qui sont fabriquées, d'abord à l'origine c'était des boissons importées, qui rentraient par des voies parallèles. Donc il n'y avait pas de contrôle qualité. Parce que ce que nous consommons ici,
ce sont des boissons qui font l'objet, bien entendu, d'un contrôle qualité pour que ces boissons soient propres à la consommation humaine. Puisque nous assurons également la protection sanitaire des populations, ce sens-là. Voilà. Alors, ces boissons qui sont aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont ces boissons qui sont de mauvaise qualité. Okay. Voilà. Donc, la prohibition qui frappe ces boissons doivent être entièrement retirées du marché. Il n'y a pas de numéro d'agrément. Vous savez que les boissons alcoolisées ou les boissons alcooliques, comme nous le disons, voilà, sont réglementées. Voilà. Il y a la présentation, l'aspect même de, de l'emballage même qui doit présenter un certain nombre de mentions. Voilà. Les mentions vente en Côte d'Ivoire, le numéro d'agrément de l'importateur et de l'exportateur, les adresses, pour qu'en cas de difficulté, en cas de situation, on puisse procéder tout de suite à la traçabilité de ces produits. Monsieur le directeur, je vais évoquer un point, hein, on parlait tout à l'heure quand je lis, une mission de répression contre les boissons alcooliques en sachets plastiques et berlingots. Oui. Bon, là on parle de boissons alcooliques, oui. Mais est-ce qu'on parle un tout petit peu des sachets d'eau? Voilà, parce que ça aussi... Les sachets d'eau qui sont vendus comme ça dans la rue, sans aucune forme de... Parce que là également, ça prend en compte le fait que ces boissons, qui sont des sachets, enfin de l'eau, se trouvent être en sachet. Et puis, la qualité, encore, on en reparle. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Oui, je vous dis merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2013, il y a des dispositions réglementaires et législatives qui sont prises là-dessus. Voilà. Il y a des missions qui sont menées dans ce secteur. C'est seulement que je n'avais... Peut-être que vous m'amenez ce soir, par exemple, parce que là, il y a toute une stratégie qui est déployée actuellement. Donc, ne m'amenez pas déjà à entrer là où voilà, les gens nous attendent. Voilà, c'est prévu. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que la plupart des boissons en sachet, dans un temps passé, étaient importées. Oui. Aujourd'hui, c'est fabriqué certainement sur place. C'est cela? Aujourd'hui, les boissons en sachet sont fabriquées sur place. Les boissons en sachet ne devraient pas être fabriquées sur place, ne peuvent pas être fabriquées sur place légalement. Non. À moins que ce soit des boissons qui soient fabriquées de manière clandestine. C'est clair. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, la production de ces boissons en sachet plastique, l'importation, la commercialisation est formellement interdite. Donc, tous ceux qui seront pris en train de produire ce type de boissons seront forcément sanctionnés. Et d'ailleurs, les producteurs de ces boissons, s'ils en existent, bien entendu, en sachet plastique, ne pourront pas... Pourquoi je dis que ces boissons sont dangereuses, sont de mauvaise qualité? Tous les laboratoires agréés en Côte d'Ivoire ne peuvent pas recevoir l'échantillon de ces boissons-là pour pouvoir faire le contrôle qualité, parce que ces boissons font frapper déjà d'interdiction. Donc, du coup, c'est de manière peut-être artisanale. Elles sont surtout frappées d'interdiction au regard de leur conditionnement en sachet. Oui, au regard de leur conditionnement en sachet. Oui. Voilà, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des boissons qui sont d'accès facile pour notre jeunesse. 100 francs, voilà, 150 et tout ça. Aujourd'hui, nous disons que c'est une manière pour le gouvernement de lutter également contre l'alcoolisme en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. C'est interdit, on l'a bien compris, mais malheureusement, ces sociétés existent encore. Donc, pour celles qui existent, quelles sanctions vous prévoyez pour ce type de marchands, de produits frauduleux? Et aussi, moi, j'aimerais savoir quel est le profil de ces entreprises? Oui, les entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont installées. D'abord, je voudrais vous dire une chose, madame. À ce stade où nous sommes, aucune entreprise ne peut produire des boissons en sachet plastique. Non, on a bien compris, mais il y en a encore. Voilà, c'est ce que je dis. À moins que ce soit des personnes, comme vous avez pu le voir dans certains éléments, qui se cachent dans des maisons pour pouvoir procéder à la fabrication de ces produits-là. Et quelles sont les sanctions aujourd'hui pour ces gens justement qui se cachent peut-être dans des maisons? Dans le cadre de la mission, donc on va terminer justement cette mission de répression. Oui, mais les sanctions sont claires. Oui, les sanctions sont claires. Au regard de la loi 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente de biens ou services, à son article 8,
tous ceux qui détiennent ces genres de produits, des produits prohibés de ce genre, sont sanctionnés. Les sanctions vont d'abord à des sanctions d'ordre pécuniaire, qui vont de 100 000, dans l'intervalle de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Nous avons des sanctions d'ordre administratif qui vont jusqu'à la fermeture de la structure en question. Et puis, nous avons également des sanctions judiciaires qui existent. Voilà. Moi, quand j'entends ça, je voulais savoir, on avait démantelé à Nyama et à Trècheville et un peu partout. Oui. Ces criminels-là, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que vous avez des dispositions pour pouvoir les sanctionner. Oui. Même si vous ne communiquez pas tout le temps, dites-nous au moins quelque chose parce qu'il ne suffit pas de les prendre. Bon, là, j'avoue que j'ai 30 secondes avant de finir l'émission. Oh, d'accord. Allez-y. Je peux? Allez-y. Voilà. Madame, soyez rassurée. Soyez rassurés, nous avons reçu des instructions très fermes de notre ministre, Dr Souleymane Diarra-Chouba. Il n'y a pas de favoritisme ou il n'y a pas de légèreté dans les missions que nous sommes en train de faire. Okay. Pour rappel, les malfrats, excusez-moi du thème, mais c'est comme ça que nous les appelons, ceux qui se sont adonnés à ces genres de pratiques, que ce soit au niveau d'Agnement, que ce soit au niveau de Trècheville, ont été arrêtés. Okay. Vous avez vu que nous étions avec la gendarmerie, ils ont été arrêtés et condamnés. Et les enquêtes se poursuivent. Voilà. Non, pas seulement. Cette fois-ci, ce n'est pas que les enquêtes se poursuivent. Je préfère dire les enquêtes se poursuivent parce qu'on a vu 4 gars, 5 gars qu'on arrête là et puis on ne sait pas. Ces gens-là, c'est que les employés. Oui. Est-ce qu'on va jusqu'à arrêter des têtes et tout ça? C'est pour ça que je dis que les enquêtes se poursuivent, peut-être pour démanteler le réseau. Oui, il faut démanteler le réseau. Très bien. Voilà. Et c'est notre mission de démanteler le réseau. Très bien. Voilà. Et comme vous voyez, pour qu'on en arrive là, il a fallu des missions d'investigation. Pour qu'on arrive là. Vous ne savez même pas où nous sommes quittés pour qu'on arrive à mettre la main sur... C'est les membres du réseau. Mais moi, je suis content, surtout, je souhaite que vous alliez plus loin. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Oui, mais justement... Les enquêtes se poursuivent donc. On poursuit les enquêtes, mais cette fois-ci, les enquêtes vont ont déjà abouti. Voilà, puisque les cerveaux même qui sont à la base de cette pratique-là ont été mis aux arrêts. Voilà. Monsieur Koulé-Béranger, merci beaucoup. Vous êtes directeur de la répression des fraudes au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ouais, je voulais dire, on parle de boissons, on parle de... Non, il y a quelqu'un m'écrit, c'est pas... Et Bissap. Ça sera un autre sujet. Les Bissap, sachez. Ils sont extraordinaires, nos téléspectateurs. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. On vous retrouve lundi pour un autre numéro du Grand Talk. À bientôt.